Pendant 38 ans. Oui, je te l'ai raconté, on s'est rencontrés dans un incendie de bus. Après, on commence. Ouais. Bonsoir. Cette semaine, nous allons à la rencontre d'un de ces personnages épiques du Tanakh, qui ne fait pas partie du peuple d'Israël, mais qui vient à l'encontre du peuple d'Israël, Balak, qui est le roi de Moab, et le personnage Bilam. Mais véritablement, ce qui nous intéresse, c'est le personnage de Balak. On va voir le début du texte. Nous sommes au chapitre 22, Chavbet pour les hébraïsants, et nous commençons au verset 2, Bet. Enfin, 2 et la lettre hébraïque Bet. Vayar Balak ben Sipor et kol asher asa Israël la Hémori. De cette première phrase, il est toujours intéressant de traduire Vayar Balak ben Sipor, bien entendu dans le sens littéral, c'est-à-dire Balak ben fils de Sipor, qui est donc le roi de Moab, et kol asher asa Israël Hémori, a vu tout ce qu'avait engendré la rencontre entre Israël et le peuple des Hémoris, mais vous comprenez bien que lorsqu'on dit Vayar Balak ben Sipor, il y a non seulement la vision et la crainte, et de ce côté-là, il y a bien sûr une analogie du fait de la polysémie du verbe, ou quel rapport entre voir et craindre. Mais je crois qu'on ne peut craindre que ce que l'on perçoit réellement, véritablement. Alors, il est bien clair qu'on a même quelquefois, dans l'imaginaire de l'homme, une perception tellement claire de l'imaginaire qu'on craint quelquefois les lendemains qui ne seraient pas ce qu'on attendrait. Mais dans les deux cas, de toute manière, que ce soit dans la vision réelle, c'est-à-dire du présent, ou que ce soit dans la vision à travers l'imagination, bien entendu que dans les deux cas, cela peut éveiller une crainte, une peur, une appréhension. Et donc dans le Vayar ici, dans cette crainte, on comprend bien l'appréhension de Balak ben Sipor, au vu et su des événements qu'ont supporté les différentes peuplades qui ont dû être confrontées, non pas Édom, puisque nous ne l'avons pas dit la semaine dernière, mais Israël s'est retiré de devant Édom après cet enseignement grandiloquent du roi de Édom à Moshe, et bien entendu que ce qui s'est passé avec les Moris, eh bien, émeut énormément, ou plutôt permet à Balak d'avoir une grande appréhension de l'événement à venir. Ensuite, Vayagor Moab mipne Aram meod kirav u. Vayakotz Moab mipne bene Israël. Donc, ici, c'est une phrase explicative de la tension qui s'éveille, comme je l'ai dit tout à l'heure, de crainte d'une rencontre militaire avec Israël. Vayomer Moab, et là, c'est la phrase par excellence que je veux prendre en main pour essayer, avec la clé de l'étude, eh bien, nous permettre de mieux comprendre qui est Balak, que veut Balak, et surtout, quelle est la finalité de cette volonté-là. Alors, la phrase, c'est le verset suivant. Vayomer Moab el zikne Midian. Donc, la parole de Balak vis-à-vis des anciens de Midian, tout en sachant, nous le savons nous-mêmes, que Moab n'est pas inquiété par Israël. L'inquiétude de Moab est tout à fait étonnante, étant donné que nous savons de prime abord que Israël, par l'ordonnance divine, ne doit pas agresser Moab. Pour des raisons qui ne nous intéressent pas ici, mais que tout un chacun peut retrouver dans le 5e livre du texte de la Torah dans Dvarim. Mais concrètement, d'un point de vue d'une appréciation géopolitique de l'événement, Israël ne doit pas attaquer Moab. Par contre, il attaque la Hémorie, il peut attaquer les Midianites, etc., etc. Et là, on voit un Balak ben Sipor venir voir les Midianim qui, eux, sont véritablement menacés, et il leur parle avec un langage très diplomatique, Vayomer, Moab, El Zikne, Midian, Ata. Ilachachu akaal et kol sevivotenu. Maze ilachachu,
l'achor, c'est, comment dire, c'est enfourager, ramasser le fourrage, comme ça. C'est-à-dire, tout ce qui est autour de ce karal, c'est-à-dire de cette assemblée. Vous faites attention, le mot qui est employé ici n'est pas le mot peuple. Je pense qu'il est important de le noter parce que dans la rencontre qui est la nôtre avec l'ensemble des chefs des nations, même alors que nous étions esclaves dans l'Égypte antique, Pharaon nous reconnaît comme étant un peuple, le peuple des enfants d'Israël. Il sera d'ailleurs le premier à signifier à ce groupe humain, à cette tourbe humaine-là, qu'ils ne sont pas simplement une assemblée, une communauté, mais lui, en tant que pharaon, il y voit bien sûr la 5e colonne qui met en danger le pouvoir pharaonique, mais il reconnaît dans cette 5e colonne une force et un pouvoir parce qu'il a en face de lui un peuple. Ce qui, ici, est tout à fait étonnant, puisque lorsqu'il part à Midian, Balak leur dit « Ata ilachahu akaal ». Maintenant, c'est-à-dire que l'événement qui doit se produire est un événement qui va se produire très rapidement dans le temps. C'est pas quelque chose que je viens vous révéler. Je demande une assemblée internationale afin de nous prémunir et de prévenir ce qui va advenir de l'histoire géographique de cette région. Non, je dis maintenant. Le problème, il est maintenant. Il faut réagir maintenant parce que ce qui va advenir maintenant. Il a rachouakal et kol selivotenu. Alors il dit, ils vont enfourager, c'est-à-dire qu'ils vont ramasser tout ce qui va se trouver autour d'eux. En fin de compte, c'est d'une certaine manière de la part de Balak de venir et de dire, eh bien, ils vont, faire tabula rasa de tout ce qui existait et transformer l'événement de cette région. Pas géographiquement, parce que peut-être qu'après la bataille, les terrains n'ont plus la même forme, mais surtout, bien entendu, sociologiquement, économiquement, politiquement, militairement et religieusement, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes à une époque, comme dans toutes les époques, mais à ces époques-là, étant donné que dans beaucoup de cas de figure, nous sommes dans des sociétés primaires, et dans cette société primaire, la croyance, qui est une croyance idolâtre, polythéiste, est une croyance qui est en perpétuel développement, et la croyance est une croyance par excellence matérialiste, et la venue d'Israël va bien sûr provoquer un bouleversement au niveau de la pensée, au niveau de la philosophie, au niveau de l'appréhension de l'événement humain, non plus tel qu'il était, mais tel peut-être que cet Israël voudrait nous le faire connaître, nous l'enseigner. Alors, comment la phrase se termine? Elle est intéressante puisque regardez quelle métaphore va utiliser Balak pour convaincre Midian dans cette réunion entre les différentes forces nationales dans la région. Alors il leur dit, donc ils vont ramasser tout le fourrage, qu'il est chor ashor et tierek asadeh. Faites attention à ce qui est écrit, qu'il est chor ashor et tierek asadeh, comme le taureau enfourrage les herbages des champs. Mais c'est-à-dire, je crois que je l'ai marqué, traduit en français si je ne m'abuse, bon, l'homme est chané, la traduction c'est celle-là. C'est-à-dire comme le taureau va lui-même enfourrager les herbes des champs. C'est une métaphore que Balak utilise et qui nous demande bien entendu d'essayer de comprendre un certain nombre de choses. Alors, il y a bien sûr de la part de Balak, on va quand même continuer un tout petit peu, en gardant à l'esprit cette phrase qui nous intéresse et que nous devons expliciter, parce qu'elle n'est pas du tout explicite. Je crois que même Midian, quand ils ont entendu Balak
parler avec ce langage métaphorique, ils n'ont strictement rien compris. Alors donc il faut l'expliquer. Ou Balak ben Tzipor melech Moav be'et haï. Vayishtar melachim el Bilam ben Beor Petora Asher alanar Eretz bnei Hamo. Et donc il a envoyé des émissaires pour rencontrer Bilam. Nous le savons, Bilam est le prophète des nations. Likrolo les morts. Ineam yatsa mi Mitzrayim. Ah, c'est étonnant. Lorsqu'il fait rencontrer ses ambassadeurs, le fameux Bilam, prophète des nations, on ne peut pas les voir Bilam, le prophète des nations, ou comme nous le verrons tout à l'heure, celui qui est sans peuple, parce qu'il y a des raisons au fait qu'il soit sans peuple, de faire intervenir ce monsieur sans peuple, si ce n'est qu'à l'égard de ceux qui sont un peuple et qu'on veut amener à ne plus être le peuple. Mais si on vient rencontrer Bilham, afin de le confronter à la réalité d'une communauté ou d'une assemblée, ça ne va pas intéresser le personnage. Le personnage est prophète des nations, il a une stature, il a une dignité, il a une honorabilité qui concerne ses rapports à la société des nations. Et au vu et su de cela, bien entendu, Balak les présente, mais regardez, c'est intéressant, il le présente à Bilam comme peuple, et il dit comme ça, « Ineam yatsa mi Mitzrayim, ine kisa et aïn haaretz, veu yoshev mimuli. » Am yatsa mi Mitzrayim. Ben, si déjà tu viens et tu dis un peuple est sorti d'Égypte, il ne faut pas oublier que nous sommes à la 40e année et que l'histoire, elle est connue et reconnue. Si déjà tu parles d'un peuple, ben dis-lui qui, parce que je vois pas, c'est pas clair, je veux dire. Moi, si j'étais Bilam et tu veux me dire il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, ben dis son nom, puisque de toute manière la chose est reconnue. Qui est-il? Mais quand tu dis Am, sans donner le peuple, sans donner le nom, sans donner l'identité de celui qui est sorti, alors, eh bien, ça me rappelle ce que tu as dit lorsque tu as parlé avec Midian. Quand une fois tu as utilisé le mot Ka à l'Assemblée, et lorsque face à Bilam, tes ambassadeurs vont lui dire un peuple est sorti, mais qui est-il? Nous ne savons pas, il y a, un refus de reconnaître la réalité. Ou bien, il y a aussi la possibilité de dire qu'il y a une totale non-reconnaissance de l'entité Israël qui est sortie d'Égypte. À tel point qu'il dit, il rappelle quelque chose, parce que là aussi, il utilise une métaphore, ce peuple qui est sorti obscurcit l'œil de l'humanité, il obscurcit la vision de l'humanité. Alors, ce langage, c'est pas un langage d'un belligérant politique. Et il est, qui plus est que nous avons précisé, et nous le reprécisons, il n'est pas du tout concerné par la conquête d'Israël. Dans aucun plan stratégique, d'ailleurs dans le Sefer Dvarim, nous le voyons, je ne me rappelle plus quel est le chapitre, ben voilà, c'est marqué là, chapitre 2, verset 9 dans Dvarim, et il est question que Israël se présente, on imagine, en tout cas le Midrash nous le dit, on imagine que lorsqu'Israël s'est présenté à Moab et qu'il a reçu l'injonction divine de ne pas engager le combat avec Moab, ben, ça, c'est quelque chose qui a été su, qui a été connu. On n'a pas fait ça en catimini dans les alcôves des tentes des Hébreux. La chose a été su et reconnue. Alors, nous avons dit point de peuple, puisque point de peuple parce qu'on ne lui donne pas son nom au peuple. Parler d'un peuple, c'est comme si on utilisait un pronom indéfini. Si tu veux parler d'un peuple précis, il faut lui donner son nom. Alors, je dis, dans le propos, il n'y a pas de peuple. Et puis, il y a aussi dans sa manière de parler, une description qui vont dévoiler ses intentions. Alors, on a dit, dans le texte, le peuple n'est pas identifié. Et puis, qu'est-ce qu'on entend? Ils sont sortis d'Égypte. Et vous avez entendu la fin de la phrase? Ils sont en face de moi. Mimouli.
Si je suis Bilam un instant, qu'est-ce que j'entends de ces ambassadeurs? Bien, il faudrait s'occuper de cette population-là parce qu'ils sont en face de moi, ils sont sortis. Mais déjà, quand tu dis qu'ils sont sortis, ça veut dire qu'ils ont des intentions de rentrer. N'est-ce pas? C'est évident. Non, il y a des huluberlus qui ont pensé sortir d'Égypte et rester dans le Sinaï. Mais de manière générale et laconique au possible, on sait que si on est sorti d'Égypte, c'est pour rentrer en Eretz Israël, c'est le Maral de Prague, tout le monde le sait, on n'a rien inventé là-dessus. Mais donc, quand il dit ils sont mimoulis, ben ils vont m'envahir, quoi. Alors, il ne veut pas les identifier, il ne leur reconnaît pas, en fin de compte, le droit de mener l'histoire qui est en train de se dérouler et d'être menée par les Hébreux, il ne reconnaît pas cette histoire. Et je n'identifie pas ce peuple. Ils sont des envahisseurs et puis à la limite, ils obscurcissent la vision de l'humanité, c'est venir te dire, leur cheminement va à l'encontre de l'histoire de l'humanité. Car s'ils obscurcissent l'histoire de l'humanité, c'est venir te dire, Bilam, qu'ils ne sont pas dans l'histoire, qu'ils n'appartiennent pas à l'histoire, et qu'ils ne font pas l'histoire. Et puis, dans son propos, là, quand on le voit, il lui dit à Bilam, Am yatsa mi Mitzrayim, iné. Eh ben, il faut faire attention au texte. Am yatsa mi Mitzrayim, veki umechase et ainaret. Il n'y a pas marqué umechase. Et il recouvre la vision telle que nous l'avons traduite de l'humanité. Non, il y a marqué iné. Bilam, je t'informe que, en dehors de tout ce que je t'ai dit, nous, ça nous est tombé dessus, on s'y attendait pas, c'est soudain. Puis il n'est pas bête, le Balak. Il est quand même porteur d'une histoire longue, depuis longtemps, et il sait que l'histoire, comme nous devons le savoir, bien entendu, que l'histoire, ce sont des événements progressifs, des événements graduels. Rien n'est un événement qui se produit dans l'instantané de l'histoire. Mais il n'y a de présent que parce qu'il y a eu un passé, et un passé évolutif, où en tirant les leçons de ce passé, le présent s'est dévoilé de plus en plus, en dehors du fait, bien entendu, que le leitmotiv de l'idéal futur est toujours présent à l'esprit pour pouvoir faire se réaliser le présent que nous attendons. Donc nous avons dit, pour Balak, point de peuple, ce sont des envahisseurs, pas d'identité, je ne reconnais pas l'histoire auquel ils appartiennent, et puis cette apparition soudaine pour moi, c'est pas cacher les méadrines, ça veut dire, il n'y a pas le cachet de, comment dire, d'une bonne fabrication de ces gens-là concernant l'histoire de l'humanité, et puis, Yatsam et Mitzrayim, on peut très bien se poser la question que se pose Balak. Ils sont sortis comment d'Égypte? Enfin, n'oublions pas, nous sommes à une époque, l'époque primaire, nous l'avons dit, mythologique, où que les hommes deviennent les objets d'un pouvoir, c'est le commun des mortels, que des esclaves se libèrent, ça ne s'est jamais entendu, mais qu'un peuple se soit libéré et qu'il devienne, par la libération qui est la sienne, le fer de lance de ce qui peut être à même de bouleverser la normativité de l'histoire humaine, moi je ne sais pas comment ça s'est passé, dit Balak. Cette soudaineté. Vous comprenez pourquoi il ne reconnaît pas qui est ce peuple? Il ne veut pas, du moins, reconnaître à ce peuple une identité pleinement humaine. Il n'y reconnaît pas, qui plus est, d'autres identités d'ailleurs, mais pour lui, il faut l'éliminer. Parce qu'en fin de compte, quand il vient rappeler que ce peuple a il faut que je cherche le mot en français, il a, j'allais dire noirci l'histoire humaine, non, il n'a pas noirci l'histoire humaine, il a obturé
la vision de l'humanité. Mais cette phrase, elle a été employée à quel propos en Égypte? La métaphore qu'utilise Balak, elle a été employée pour parler des sauterelles. Cette métaphore de Mechaset Aïna Haaretz, c'est une métaphore utilisée pour parler des sauterelles, où la quantité était tellement importante que le jour égyptien était devenu nuit. Et donc on n'y voyait plus rien. Et où l'essaim de sauterelles avait tout loisir de tout détruire. C'est-à-dire, donc ça c'est déjà quelque chose d'important. Bon, à travers tout ça, il faut qu'on pose une question, et en travers le texte aux étudiants, que veut Balak véritablement? N'oublions pas, que veut Balak? Il parle à Midian. Il parle à Midian, on pourrait même dire dans notre langage moderne, il y a une réunion au sommet entre Moab et Midian, et Moab est venu à la réunion avec une pétition qu'il va faire passer devant Zikné Midian, c'est-à-dire tous les anciens. Voilà le protocole auquel nous, Moab, avons pensé. Est-ce que vous y adhérez, vous apportez votre signature, ou dans cette signature-là, eh bien, il y a une description d'Israël que nous avons spécifiée maintenant et traduit dans les termes modernes. Alors, ça va nous rappeler un certain nombre de choses. L'activisme de Moab avec Midian concernant ce peuple sorti d'Égypte au printemps de la liberté, surtout quand Amon se rappelle qu'ils étaient dans les camps de concentration où ils n'étaient que des numéros, et sortis d'Égypte, ils redeviennent Ve'ele Shmot Bnei Israël Abaim Mitzraïma, Ve'ele Shmot Bnei Israël Ayotzim Mitzraïm, et ils redeviennent un nom, ils retrouvent une essence, c'est-à-dire une identité que leur refuse tout le monde. Et alors ils vont décrire Israël comme étant l'ennemi, le monstre sioniste en quelque sorte. Parce que ce qui est en train de réaliser le peuple des Hébreux au moment où nous parlons de Balak et de Bilam, c'est tout simplement le retour à la maison, avec toutes les vicissitudes et les dommages collatéraux qui seront inhérents au retour. La guerre, les attentats, les morts, les blessés, reconstruire le pays avec une charrue et l'épée sur le côté, enfin parce qu'il faut se défendre en même temps travailler, enfin des tas d'images d'Épinal qui seront reconnues à l'époque du Deuxième Temple, reconnues aujourd'hui dans le contemporain qui est le nôtre. Alors je dis ici, il décrit l'ennemi, le monstre sioniste, et alors, comment choisit-il de parler avec tellement un esprit vindicatif vis-à-vis d'Israël? Vindicatif, c'est gentil à la limite. C'est avec un esprit méchant vis-à-vis d'Israël, parce que pour le traiter d'ennemi et de monstre, l'événement Israël pour lui est monstrueux. Il n'est pas seulement un ennemi. C'est quelque chose de monstrueux. Et il dit, ils viennent face à face. Dans ce face à face, il ne peut pas y avoir le monde ne peut pas avoir une double face. Le monde, c'est la face du monde. Mais il n'y a pas les faces du monde. Pour Balak, nous savons que le monde est un monde de pluralité, un monde pluriel. Mais pour Balak, il y a la face du monde. La face du monde, c'est eux. Mais ça ne peut pas être le monstre qui se présente devant nous, qui n'a pas d'identité, qui est sorti d'on ne sait où, qui apparaît soudainement, et qui a des aspirations belligérantes. Parce que figurez-vous qu'ils se battent. Donc tout cela est tout à fait étonnant lorsqu'il emploie pour décrire cela une métaphore qui sort de la poésie pastorale. Tu veux que je te dise, il y a l'Assemblée des Nations, il parle donc de tout ce que nous venons de dire, puis alors pour finir son propos, il leur dit, en fin de compte, vous savez, il ressemble à ce taureau qui enfourrage dans les champs les herbes amassées. Dans les grands discours, assurés de devoir faire face à l'ennemi, on n'a jamais utilisé un tel propos.
Ouais, par contre, on aurait aimé qu'un taureau morde. Tous ceux qui ont étudié les babottes du Talmud de Babylone savent que Shor Noger, c'est-à-dire que le taureau mord. En conséquence de quoi un certain nombre de lois socio-économiques dans la relation des hommes entre eux pour les dommages et intérêts. Alors on m'aurait dit que le shor qui mord, j'aurais compris. On aurait pu dire aussi que le shor, il ne fait pas que mordre. Avec ses pieds, il donne des coups aussi. Donc j'ai marqué. Ben non, pas du tout. Notre cher Balak lui utilise. Alors, bien sûr, tout cela est plus qu'intéressant. Il faut trouver un de nos maîtres, parce que par nous-mêmes, il est vraiment très difficile, en dehors de tout ce qu'on a remarqué à travers le texte lui-même. Là, on a fait du textuel pur et propre. Mais maintenant, il est important d'écouter un de nos maîtres, il s'appelle le Rav Yitzhak Harama, il a écrit un livre qui s'appelle Akedat Yitzhak, et lui, ça l'a interloqué, l'histoire de la métaphore. Et il a essayé de répondre. Alors, je vous le lis, c'est pour ça que j'ai amené le bouquin, c'est pour vous le lire. Kol yamai haïti kohe beze amachal. Toute ma vie, j'ai été ennuyé. Ciselé, quelquefois, on peut traduire, mais il est en français, il a été ennuyé par machin. Ad sheraiti aparot rohot be'afar ve'yadati kavanato. Jusqu'à que je sois sorti de ma maison, de mon antre, et que je sois allé dans le monde de la nature, et que j'ai porté mon regard sur les taureaux, et que je les ai vus faire, comment faisaient-ils dans les champs? Ah, écoutez, c'est passionnant. Et là, il dit, c'est absolument extraordinaire. Ce que je vis vint m'expliquer ce que je lus sans comprendre. C'est passionnant. Et il dit, Vézé, chez derrière Hachor Leotzi mipiv, chevet les chenaux. Il sort, le taureau ouvre sa bouche, et il sort une énorme langue. Le Seigneur, chevet les chenaux. Derrière Hatzad, mais le taureau, je l'ai vu faire. Il ne sort pas la langue d'arrière en avant, mais il sort la langue d'arrière sur le côté. Jamais devant, mais sur le côté. Important. Et il la tire au maximum sur le côté. Ou les shalcha, les orka, ses vivotes panav. Et cette langue, elle vient sur le côté. Et avant que la tête ne se baisse, elle fait un tour autour du visage du taureau. Ou ça, c'est iriota, chez Inaset Kemagal, cette langue, elle est poreuse, et lorsque il va baisser la tête, et que sa langue va passer d'une extrémité à l'autre, il va enfourrager tout ce qui se trouve autour de lui. Le seul fourrage qui ne sera jamais touché par le mouvement semi-circulaire de la langue du taureau est le fourrage qui se trouve sous la mâchoire du taureau. Yes, Mévin. C'est passionnant. La langue se met sur le côté et elle, poreuse comme elle est, mais il dit, elle est pas poreuse, elle est kémagal, c'est comme la faux, d'accord? Elle est comme la faux et elle fait, et ce qu'il fait au début quand il sort sa langue, comme s'il faisait un nettoyage de l'air, quand il baisse la tête, il fait un nettoyage de l'herbe et il ramasse cette herbe pour la manger. Mais ce que le Rav Yitzhak Harama remarque, c'est que jamais, au grand jamais, la langue du taureau ne peut toucher ou ramasser ou enfourrager l'herbage qui se trouve immédiatement sous sa mâchoire. Alors, c'est passionnant. Tout ce qui l'entoure est bouleversé. Seul ce qui se trouve sous sa mâchoire résiste. C'est intéressant. Veu atzmo amechaven mihem kiav sheyuftar shelo idgaru bam milchama. Et le Rav Yitzhak Harama, maintenant, il revient à la maison, il reprend son verset, et il dit, moi j'ai compris.
la métaphore de Balak. Ve'u atzmo amechaven mihem. Et lui, qui af sheyuftechu, shelo yitgaru ba milchama, mikol makom yaguru sheikre lesvivotam, ma sheikre lesvivot pi ashor. Moi, Balak, je sais que j'ai rien à craindre. Je n'ai aucune crainte d'Israël. Tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que j'entreprends, tout ce qu'on a dit depuis une demi-heure, c'est pour vous les nations. Rendez-vous compte à qui vous avez affaire. Ma métaphore, elle est simplement pour essayer de vous faire entendre lyriquement les dommages que va entraîner la présence de cette entité-là, et pas seulement des dommages, mais des drames et des tragédies qui sont attendus pour vous si jamais vous laissez ce peuple se retrouver en face de moi. Car si moi je tombe, il est bien évident, et que même si j'ai conscience que veut dire tomber, ça veut dire qu'ils refuseront de se battre avec moi parce que leur Dieu leur interdit de se battre avec moi parce que je suis le descendant de quelqu'un envers lequel ils sont redevables. Mais si moi je ne me bats pas et je ne les empêche de devenir, alors ils vont le devenir. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères, il est important que nous prenions en compte ce problème et que nous nous adressions au prophète des nations, car lui seul peut intervenir pour empêcher que se réalise cette monstruosité de la géopolitique humaine. C'est passionnant. C'est passionnant. והוא עצמו המכוון מהן, כי אף שיובטח שלא יתגרו בם מלחמה, מכל מקום יגורו שיקרה לסביבותם, מה שיקרה לסביבות פי השור. Bon, j'ai plus ou moins expliqué où il y a là, en tout cas, au-delà de ce que nous venons de dire, la volonté de Balak, lui, parce que c'est lui qui envoie les ambassadeurs à Bilam. La société des nations à laquelle il s'adresse, elle écoute, elle entend, elle a peut-être signé ou contresigné la pétition de Balak. Mais on n'entend pas que ce sont les ambassadeurs des nations, Midian ou les autres, qui se sont engagés à aller voir Bilam. C'est encore Balak qui envoie ses hommes. C'est-à-dire que tout le processus, depuis le début, pour essayer d'empêcher l'entérinement du projet divin, du retour d'Israël sur la scène de l'histoire des nations, c'est Balak qui le mène. Et pour ça, il n'a pas d'autre choix. Lui, il est persuadé de toute manière que non seulement lui, il n'aurait pas les forces militaires, mais par chance, personne ne lui veut du mal chez Israël, mais les autres autour de moi, je ne crois pas, dit-il, qu'il soit nécessaire de s'engager militairement contre Israël, ce qu'il faut pour abattre Israël. Regardez, entre nous, ils viennent de sortir des camps d'Égypte. Avec toute la monstruosité de l'esclavagisme égyptien et la volonté d'en finir avec les mâles, c'est-à-dire pour Pharaon d'en finir avec l'histoire d'Israël, puisque les femelles deviendraient égyptiennes, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Les voilà maintenant sortant des camps, rentrant dans leur soi-disant pays qu'ils revendiquent. Mais il faut empêcher cela. Car à partir du moment où nous ne serons pas capables d'empêcher le contact humain entre ce peuple sans nom et une terre qui est sans nom, c'est identifier le monde et lui donner à moyen ou long terme un nouveau visage. Et pour ça, il faut que j'aille voir celui qui est le prophète des nations, mais qui dans l'essence de l'être qu'il est
il est le prototype de celui qui est sans peuple. Et pour annihiler l'essence nationale d'Israël, il faut que je fasse valoir cela par celui qui ne se reconnaît pas comme appartenant à une essence nationale, à une identité particulière. Et c'est parce que il se met au service de tous qu'il ne s'est pas mis au service de lui-même, ce Bilam-là. Et c'est la raison pour laquelle il est au-dessus de la mêlée nationale. Et nous n'avons rien à craindre de lui, si ce n'est de lui demander, lui qui a des liens intrinsèques avec le divin, d'essayer de trouver quel est le talon d'Achille d'Israël pour lui admonester une blessure qui sera irréversible. Voilà le personnage de Balak. Nous savons que Bilam n'y réussira pas. J'ai tout dit sur Balak, oui, Nahon. Sa revendication, elle est aussi, si vous voulez, en choisissant Bilam, celui qui est au-dessus. Alors ça veut dire quoi, Bilam? J'ai dit ça veut dire sans peuple. C'est-à-dire celui qui est monsieur tout le monde. Ben, ça ressemble énormément au rassemblement des nations ou de certaines nations qu'a voulu faire Balak. En prenant Bilam, il utilise un organe qui se revendique comme étant national, mais qui représente le monde, l'humanité, et cet homme qui représente l'humanité va devoir trouver le talon d'Achille de cet Israël afin de l'empêcher de devenir particulièrement ce qu'il doit devenir. Et pourquoi doit-il l'empêcher de devenir Israël véritablement? Car si Israël viendrait à redevenir Israël au contact de cette terre, eh bien il engagerait le monde à devoir se reconnaître dans l'ensemble des particularités nationales qui sont chez chacun, et à travers cela, de devoir se donner la main afin de pouvoir révéler l'image originelle lumineuse de ce que l'humanité devait être à travers la composante des diversités que chacun était. C'est comme si on disait, bien, quand papa va rentrer à la maison, c'est dangereux que père rentre à la maison parce que chacun va devoir reprendre sa place. Mais lorsque père rentre à la maison et que chacun doit reprendre sa place, c'est justement pour faire valoir que cette maison, c'est le foyer de cette famille. Et l'humanité est une famille humaine qui ne peut pas se reconnaître et se rencontrer à travers un universalisme dénué de particularisme reconnu. Et c'est lorsque chacune des images de la mosaïque sera pleinement exprimée que l'image globale, totale, pourra resplendir. Voilà pour Balak.